Bonjour à tous et bienvenue à ce campus de l'innovation managériale. Vous êtes bien nombreux, il y a 1500 personnes sur le site aujourd'hui. Merci aux réseaux sociaux, je vous garantis qu'il y a un mois, quand on avait 10 inscriptions par jour, alors c'est pour ça sans doute que vous avez été inondés de Facebook, LinkedIn et autres réseaux. Et on est ravis d'avoir fait le plein. On s'était dit il y a 2 ans, quand on a lancé ce projet, on sera 1500, on est 1500. Et merci à vous tous d'être venus. Donc vous êtes des managers, des étudiants, des dirigeants, des enseignants et des retraités même. Il y a quelques retraités dans la salle, ce qui veut dire que le management, on peut s'y intéresser de 17 à 77 ans. Si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus, comme nous sans doute, que dans ce monde en bouleversement, l'homme, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, doit trouver sa place et doit trouver son chemin. La sociodynamique a été fondée dans les années 70 par Jean-Christian Fauvet, qui au fond est à l'origine de cet événement, décédé il y a 8 ans, et de Bossard. Et elle s'est développée autour de l'idée que chaque homme, chaque femme, est certes sujet, mais surtout auteur des transformations qu'il va vivre. Et aussi que l'intelligence et la force collective permettent de relever pratiquement tous les défis. Alors les défis sont nombreux aujourd'hui, et nous pensons que nous allons vivre une époque absolument formidable. Face à la complexité qui se manifeste de façon croissante, je ne vais pas développer parce que Laurent va le faire tout à l'heure, donc face à cela, on découvre, ou on redécouvre, que donner le pouvoir à ceux qui font permet de relever la voie de l'action. Parce que la vraie question, c'est celle de l'action. Et à l'heure du transhumanisme, se pose même dès à présent à nous la question de ce qui nous fait homme. Et je vous invite pour ça à participer à la conférence de ce soir. Donc d'où ce campus. Ce campus où des praticiens du management, des chercheurs et professeurs, des philosophes, des aventuriers et des artistes, nous en avons quelques-uns, viennent témoigner de leurs découvertes et de leurs expériences. Fauvet, qui était un homme, un humaniste accompli, nous disait souvent, et terminait souvent ses conférences par cette petite phrase, « Si vous n'aimez pas les hommes, faites-vous donc gardien de phare ». Alors cet événement a été conçu et préparé depuis 2 ans, copie blanche il y a 2 ans, par une 50aine de membres de l'Institut de la sociodynamique et 130 intervenants aujourd'hui qui animent tous nos ateliers, nos conférences. Et je tiens à le souligner, tous bénévoles. Et j'y remercie tous. Je tiens à remercier tous nos sponsors et particulièrement l'ESSEC et ses équipes qui nous accueillent aujourd'hui. Nous avions rencontré Jean-Michel Blanquer il y a à peu près 1 an, à qui nous avions soumis l'idée de cet événement et le concept que nous avions imaginé. Et il nous a ouvert, il a tout de suite été séduit, il nous a ouvert les portes de l'école. Et le corps professoral s'est fortement investi aussi, dès le début, dans les ateliers et les conférences auxquelles vous pouvez assister et même participer, puisqu'il y a des ateliers expérientiels. Vincenzo Esposito, ancien doyen des professeurs et nouveau directeur général de l'école, a repris avec autant d'enthousiasme le flambeau pour cette aventure que nous partageons. Donc je vous souhaite à tous un très bon campus. Je vous souhaite d'y trouver des sources d'inspiration, des confirmations de vos convictions et, si possible, des approches qui bousculent un petit peu vos certitudes. Voilà, merci Vincenzo, je te passe la parole. Merci beaucoup Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue sur le campus de l'ESSEC ici à Cergy-Pontoise. Comme nous en avons 3 dans le monde, le Singapour, le Maroc, c'est important chaque fois que vous arrivez à l'ESSEC de spécifier sur quel campus vous êtes. Donc bienvenue à Cergy-Pontoise. Je tiens très sincèrement, très chaleureusement à remercier l'Institut de la sociodynamique en la personne de son président, Hervé Lefebvre. Merci beaucoup aussi pour les mots d'introduction. Et aussi en la personne de Jean-Noël Fely, son administrateur, mais aussi un ami de l'ESSEC, un collaborateur de l'ESSEC et responsable pédagogique de master spécialisé en marketing management. Et je vous remercie parce que vous avez choisi l'ESSEC pour organiser ce campus de l'innovation managériale, mais ce n'est pas juste un site qui vous accueille aujourd'hui. Nous sommes très heureux et très fiers que vous êtes là,
Mais en réalité, on l'a fait ensemble parce que c'est très important que quand vous allez sur un site, vous êtes chez une institution et l'objectif, la mission de cette journée colle pleinement, parfaitement avec les valeurs, la mission et l'histoire de l'école. Donc il y a quelque chose de magique qui s'est créé ce matin au cours de toute la journée. Je l'ai bien perçu en me promenant les différents ateliers ce matin et je vois très bien qu'il y avait beaucoup de sourires, il y avait une énergie positive qui se dégageait et je vois très bien que voilà, c'est extrêmement important qu'il y a cette cohérence entre votre objectif et ce que l'ESSEC est. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que je crois que depuis presque 50 ans, la sociodynamique a su évoluer, a su renouveler pour éclairer l'action des managers et continuer aussi à proposer de nouvelles idées, des méthodes innovantes, mais avec un engagement humain. Et c'est exactement ça, les deux mots, engagement humain, c'est des mots qui sont très ESSEC, j'ose dire. Oui, j'aime pas trop afficher des valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qu'on doit prouver dans le quotidien, c'est quelque chose qui doit guider nos actions. Vous avez vu à l'entrée l'esprit pionnier, qui par ailleurs colle très très bien avec le panneau, avec le titre de la journée, c'est très bien. Donc ça montre bien évidemment la cohérence entre les deux. Mais encore une fois, je tiens à souligner que les valeurs, c'est quelque chose qu'on doit prouver dans le quotidien. Et donc de son côté, l'ESSEC, en cohérence avec ces valeurs, s'est donné la mission, s'est fixé la mission de créer et diffuser des savoirs. Donc il y a un aspect pédagogique, mais il y a aussi un aspect de recherche et de création des savoirs de pointe, mais avec un objectif, c'est celui de former et révéler, on le dit toujours, des pionniers audacieux et des leaders qui soient influents. Alors, qu'est-ce que c'est un leader influent? On le voit très bien avec les anciens ESSEC, et je sais, j'ai rencontré un certain nombre dans la salle ce matin. C'est l'objectif, bien évidemment, de gérer le quotidien, mais aussi de se projeter vers le futur. Il faut essayer d'anticiper les mutations, parce que sinon nous les allons subir. Donc, ce que nous essayons de faire avec notre modèle pédagogique, en plus de la transmission, bien évidemment, des savoirs de pointe, c'est un sine qua non dans une école renommée comme l'ESSEC, mais en plus de ça, nous mettons en place des plateformes pédagogiques où nous essayons de faire en sorte que l'étudiant puisse découvrir soi-même, puisse déployer ses talents, découvrir des talents parfois qui sont cachés, pour avoir un état d'esprit qui puisse lui permettre aujourd'hui d'aller dans le monde du travail et avoir une approche dynamique, être capable d'anticiper les mutations et de les influencer plutôt que les subir si quelqu'un d'autre les a fixées. Et donc, du coup, vous voyez très bien comment la mission que l'ESSEC s'est fixée colle parfaitement avec l'objectif de votre journée. Et donc, la preuve de tout cela, juste 2-3 exemples, j'aime bien rappeler que notre engagement en la matière s'est traduit par la création en mars de cette année, par exemple, de la chaire ESSEC de l'innovation managériale et de l'excellence opérationnelle, que depuis 2014, nous avons la chaire de Galmoran de la complexité, et aujourd'hui, le campus de l'innovation managériale. Je suis aussi content et fier que parmi les intervenants de la journée dans les différents ateliers, il y a beaucoup de membres du corps professoral permanent et aussi des intervenants de l'ESSEC. Donc, je remercie toutes et tous pour leur engagement dans la journée. Et je sais que certains viennent de très loin, ou pour la première fois l'ESSEC. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et surtout, je vous souhaite une journée qui va être avec des débats passionnants. Donc, profitez de votre présence à l'ESSEC, de cette belle initiative. Et encore bravo et merci d'avoir choisi l'ESSEC pour le lieu de cette journée. Donc, je vais demander à Jean-Noël Fély de nous rejoindre et au fond d'introduire Laurent Vibard. Je pense que vous êtes tous impatients. Quand même, Jean-Noël a été clé dans cette opération puisque c'est lui qui nous a permis de faire le joint avec le corps professoral et ce qui était clé pour la réussite de cette manifestation. Merci Hervé. Donc je serai très bref en fait. Je pense que si on est tous là aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, on est tous conscients qu'on vit, tu parlais de transformation tout à l'heure Hervé, une espèce de changement de paradigme en fait, où on change notre regard sur l'entreprise. Au fond, on passe d'une entreprise considérée au XXe siècle comme un objet, une vision mécaniste de l'entreprise, un objet qu'on cherche à optimiser. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus humaine. C'est un être vivant. Ça devient un sujet complexe. Donc d'objets compliqués, on passe à un sujet complexe. La question, c'est bien sûr comment manager cette complexité, comment la mettre en action.
C'est le thème, hein, bien sûr, de l'intervention de Laurent Bibard. Donc, juste un mot pour présenter Laurent. Laurent, vous le savez, c'est le titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité. C'est aussi un éminent professeur de l'ESSEC. Il a fait lui-même l'ESSEC, on partage ça en commun. Et il a aussi diplômé de Sciences Po, docteur en philosophie à la Sorbonne, docteur en économie. Donc vous voyez, on a face à nous quelqu'un qui peut nous apporter beaucoup. La philosophie dans une école de commerce et sur ces questions, c'est un élément essentiel. Donc sans tarder, j'appelle Laurent à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je pensais, avant de monter, en entendant Jean-Noël, me voilà bien. En tout cas, c'est un très grand honneur d'être ici, d'intervenir sur un thème qu'on a choisi ensemble, et évidemment, l'objectif va être de m'en expliquer. Complexité et simplicité, quels enjeux ? Je suis allé écouter avec un grand bonheur ce matin la discussion sur l'entreprise libérée dans le Grand Amphi. Et j'ai beaucoup appris, et certaines choses dont j'avais l'intuition ont été dites et sur lesquelles je voudrais m'arrêter, et en particulier celle-ci, qui sera l'introduction aux enjeux dont je voudrais vous parler. Je suis extrêmement prudent, j'allais dire méfiant, mais non, prudent, à propos de l'usage du langage. Et à plusieurs reprises ce matin, lors de la discussion sur l'entreprise libérée, il a été dit, il faut se méfier des mots, il faut faire les choses, et d'ailleurs ça a été rappelé de nouveau par le directeur général de l'ESSEC à l'instant, c'est l'action qui est en jeu. Et la crainte que j'ai pour ma part, c'est qu'on se satisfait assez vite des mots, et on a besoin des mots. Mon propos n'est pas là un reproche quelconque, mais c'est une observation indispensable. Autrement dit, l'usage du langage nous amène très souvent, et on va voir pourquoi, surtout dans l'action, à faire des mots quelque chose de fétiche. Et très vite, certains termes deviennent des slogans. Alors, dont la complexité, mais ne le dites à personne. Hein. Mais des slogans, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'accroche aux mots, on oublie la chose. Et je pense que c'est le cas pour l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'il y a bien des entreprises libérées. La question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, où sont-elles, et comme ça a été largement débattu avec énormément d'intérêt ce matin, je n'y reviens pas. Mais, en revanche, il y a beaucoup de monde, dont moi-même sans aucun doute, tôt ou tard, qui utilisent les mots sans plus réfléchir à la chose. Et la complexité subit le même sort. Et actuellement, je pense qu'on peut dire, la chaire Edgar Morin de la complexité y est peut-être pour quelque chose, et donc Edgar Morin lui-même, mais on est plein du mot, on se boursoufle du mot, j'exagère un peu le trait pour qu'on prenne conscience de la difficulté, on oublie la chose. Et ce que je crains, c'est qu'on traite la complexité de manière assez simpliste, ce qui serait évidemment éminemment paradoxal. Donc ce que je souhaite faire ce matin, c'est vous présenter un peu en détail l'enjeu, les dangers de cette difficulté, en mettant en tension la notion de complexité avec celle de simplicité, premièrement. Deuxièmement, je souhaite illustrer cette tension avec un exemple que je trouve extrêmement parlant, que je prends dans le domaine de l'aviation, pour trois raisons. L'histoire que je souhaite vous raconter est un succès de quelque chose qui a failli être une catastrophe. Deuxièmement, un avion, c'est une organisation, même si elle est petite, mais on peut très largement étendre les leçons de ce que je vais vous raconter à l'ensemble des entreprises, de quelle qu'en soit la taille. Et troisièmement, ce qui s'est joué, et vous verrez que c'est très important, c'est joué à très court terme, en un très court laps de temps. Je précise de quoi je parle. Certains d'entre vous ont peut-être vu le film Sully, qui est assez remarquable et qui raconte l'histoire de l'amérissage réussi, qui en principe est impossible, et je reviendrai aux raisons pour lesquelles, normalement, l'amérissage d'un avion de l'aviation civile actuellement est en principe impossible. Amérissage réussi, j'entends. Donc le film Sully raconte l'amérissage réussi du vol 1549 de l'US Airways le 15 janvier 2009. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande vivement, il est fidèle, rigoureux, très bien fait. On aura une vidéo à ce propos tout à l'heure. Mais je compte exploiter cet événement pour exemplifier et illustrer ce que je veux dire, ce que je vais tenter d'approcher avec vous, en mettant en tension complexité et simplicité. Troisième temps,
tout naturellement, je souhaite tirer avec vous les leçons du cas que je vais vous décrire et qu'on voit un petit peu quel moyen a-t-on de ne pas être dupe d'une confusion possible entre complexité et simplicité. Voilà, introduction un peu longue, mais on sait en philosophie que quand on introduit, on est déjà dans le sujet. Donc voilà, on est en route. Première étape. La complexité et la simplicité, quels enjeux ? Je pense qu'on peut dire on est tous dans la complexité, on la reconnaît, et ce qu'il faut, c'est la caractériser. À première vue, la complexité, c'est une surabondance, éventuellement qu'on estime ingérable, d'informations. Surabondance en quantité, surabondance en variété, surabondance en vitesse. On a de plus en plus d'informations, et on peut, je pense, dire très simplement, trop d'informations tue l'information. Donc la question devient, mais comment on fait en situation complexe pour gérer quand même l'information? Deuxième caractéristique possible, l'incertitude. Et ça, c'est assez essentiel. Malgré le fait qu'il faille anticiper, ou parce qu'il faut anticiper, ce qu'a rappelé notre directeur général, il faut aussi se préparer à faire avec quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Et ça, c'est désagréable. Hein. Mais ça m'amène à vous dire tout de suite quelque chose d'important. L'incertitude n'est pas que dans le surgissement de difficultés. L'incertitude peut s'appeler une chance. Et je crois que si on est trop dans l'idée qu'il faudrait contrôler, non pas anticiper, mais contrôler tout ce que nous faisons, nous pouvons louper des chances, et ça, c'est dommage. Donc, incertitude, contradiction. Là, je renvoie aux informations dans leur quantité, dans leur variété, dans leur vitesse. Très souvent, les informations, dans ce flot que nous recevons, dont nous sommes victimes, elles sont contradictoires. Donc, il faut gérer des choses où on nous dit A et non A en même temps. Et ça, c'est désagréable aussi, ça. C'est pas simple. Et puis, troisième caractéristique, en plus du flot d'informations contradictoires et de l'incertitude, l'émergence. Quelque chose de spécifique à la réalité complexe, c'est qu'elle est en sans cesse émergence. Elle n'est pas visible tout de suite. Viennent sans cesse des choses, nous en parlions tout à l'heure, avant que ne commence la discussion maintenant, il y a sans cesse des choses dans la réalité susceptibles d'émerger qu'on ne voit pas du tout, mais qui se préparent. Alors, pour vous donner un exemple très simple, il y a des exemples de grand bon sens, le printemps. Évidemment, on peut dire les saisons, il n'y a plus de saison à cause du problème climatique, c'est vrai. Mais ceux et celles d'entre vous qui sont de ma génération et encore avant savent ce que c'est qu'un printemps. En gros, il y a de la neige, apparemment, il n'y a plus de plantes, il n'y a rien, les arbres sont nus, mais se préparent sous la terre l'émergence de la floraison et de ce moment miraculeux du printemps. Ça, c'est typiquement un phénomène émergent. Malheureusement, un tsunami aussi. On ne le voit pas, il se prépare sous l'eau. Il y a un tremblement de terre subaquatique, et puis un effet d'onde marine, et puis un raz-de-marée à 10 000 km. Toutes sortes de choses sont en émergence. Alors du coup, quatrième caractéristique, je vais reprendre l'ensemble de ce que je vous dis maintenant. Quatrième caractéristique, si la réalité est émergente, on a absolument besoin, et là je rejoins ne serait-ce qu'indirectement le thème de l'entreprise libérée, on a absolument besoin dans toute organisation de la vigilance de tout le monde à tous les niveaux de l'organisation pour identifier les signaux faibles susceptibles de provoquer des changements positifs ou négatifs dont il faut prendre compte, sinon, ou sous peine de ne pas être durable. Autrement dit, en situation complexe émergente, on a absolument besoin d'une vigilance responsable, lucide de tout le monde, partagée, d'un vrai langage et un vrai partage d'informations pour être vigilants ensemble. On ne peut pas se contenter d'un modèle classique de leadership où il y a un patron, une patronne censé être la sachante et le sachant qui va dire aux autres ce qu'il faut faire. Le leader classique est censé tout savoir pour les autres. Ça ne marche plus. Ou ça n'a peut-être jamais marché d'ailleurs. Mais on ne s'en rendait pas compte. Là, on est en train de s'en apercevoir. Donc je reprends la complexité, incertitude. Deuxièmement, contradiction d'informations rapides, extrêmement nombreuses, variées. Troisièmement, l'émergence de la réalité. Quatrièmement, il faut être ensemble pour identifier les signaux faibles. Je pense qu'à ce compte-là, on est tous très contents, enfin j'espère en tout cas, j'espère être assez clair, on est tous très contents de se dire, oui, il faut prendre en compte la complexité. Et nous le faisons de plus en plus tous les jours, vous et moi.
en étant entrepreneur, en se libérant précisément, en créant toutes sortes, en étant créatif. Mais je trouve fondamental de souligner quelque chose qui passe à la trappe très souvent et qui pose une énorme difficulté, qui est celle que je vais tenter de lever avec vous maintenant. On ne perd jamais le désir fondamental de simplicité. Et le désir fondamental de simplicité peut s'exprimer de manière extrêmement simple, c'est le cas de le dire, en contrepoint de la complexité. La simplicité, c'est un monde qui n'est pas incertain, qui au contraire est sous contrôle. C'est un monde qui n'est pas contradictoire, qui au contraire est cohérent, avec une information gérable en quantité, en rapidité, en variété. C'est un monde qui n'est pas émergent, il est d'emblée visible, on le connaît déjà. Et du coup, c'est un monde où on peut se contenter d'avoir un leader, femme ou homme, classiquement les hommes. Ah, c'était le bon temps. Mes excuses pour cette mauvaise plaisanterie, alors si c'est diffusé en plus, voilà. Donc, en tout cas, non, je vais continuer quand même. Donc, classiquement, le leader qui sait pour les autres. Mais là, je voudrais attirer l'attention de tout le monde, y compris des dames ici présentes. Il y a en nous toutes et en nous tous, parfois, le désir viscéral de suivre quelqu'un qui sait pour nous. Et parfois, il s'appelle ou elle s'appelle Dieu. Mais on a besoin de ça. Et il est capital de prendre conscience de ceci, là c'est le cœur du propos de ce premier moment. Dans l'idéologie, ce que j'appelle l'idéologie n'est pas péjoratif, c'est le caractère de slogan du langage. Dans le goût que nous avons de la complexité, nous oublions de plus en plus quelque chose d'archaïque qui appartient aux humains, vous et moi, femmes et hommes. On a toutes et tous besoin de sécuriser ce que nous faisons, donc de contrôle, de cohérence, de visibilité immédiate, et d'avoir quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut faire. Ça s'appelle les parents. Et comme on a tous été enfants, même enfant révolté, surtout enfant révolté, hein, l'enfant révolté, il veut faire ce qu'il veut, mais être sécurisé quand même. Donc laisse-moi faire ce que je veux, les doigts dans la prise et tout, mais quand même, je veux que tu me protèges. Ça, c'est la contradiction de l'enfance. Et le parent dit non. Et en orientant le parent, en donnant les lois et les règles, il sécurise. Eh bien, nous avons tous besoin de sécurité. Et ce qu'on est en train d'oublier maintenant, en voyant les vertus de la complexité que j'ai vantées en commençant, c'est qu'on a tous ce besoin-là. Et du coup, il se passe quelque chose de très problématique dans beaucoup d'entreprises. Ce matin, les intervenants qui sont intervenus sont dirigeants d'entreprise, professeurs consultants, etc. Donc on connaît tous l'entreprise, plus ou moins. Moi, je la connais un peu comme je peux aussi, comme consultant, chercheur et autres. Il y a plein d'entreprises écartelées, tendues, parce qu'une part, et ça a été évoqué ce matin d'ailleurs très clairement, une part des entreprises, des gens qui bossent dans l'entreprise, sont orientés en direction de la complexité dans leur vécu quotidien, et puis une autre, non, pas du tout. Et certaines entreprises risquent de s'écarteler au point qu'elles laissent, allez, mes excuses pour l'expression triviale, sur le carreau, ceux qui n'arrivent pas à suivre. Mais l'ennui, c'est que ça ne nuit pas seulement à ceux qui sont sur le carreau, ça nuit à l'entreprise elle-même. Autrement dit, l'un des enjeux managériaux fondamentaux est de savoir tenir ensemble deux éléments contradictoires fondamentalement opposés dans leur tendance, le désir et la nécessité de simplicité, et je n'ai pas fini, vous allez voir, ça va devenir complexe, et la complexité, comme je l'ai décrite, incertitude, contradiction, émergence, interprétation, leadership ouvert, on écoute tout le monde parce que tout le monde est susceptible de signaler des choses qui sont en train de se préparer dans la réalité. Donc on a une tension entre le désir de simplicité et la nécessité de reconnaître la complexité, et du coup la vraie complexité, elle est là, elle est dans l'entre-deux, elle n'est pas dans la première acception de la complexité tout court. Dire que ce qui est complexe, c'est incertain, contradictoire, émergent et nécessite l'interprétation de tout le monde, c'est au fond assez simple, si je puis dire. Et l'ennui, alors j'espère que jusqu'ici, je suis assez clair. On ne va pas le vérifier, vous êtes 1500, donc je fais l'hypothèse que ça va. Mais méfiance, on va augmenter la difficulté, c'est qu'une des difficultés fondamentales qui se passe, c'est que lorsque le vécu dans un environnement complexe devient une habitude, il devient spontané et simple. Je veux dire que si vous et moi, nous vivons dans un monde complexe, nous perdons de vue
le vécu des gens qui ne connaissent pas ce monde complexe. Et c'est une vraie difficulté. Je l'ai rencontré à plein de reprises dans des séminaires, des ateliers de praticiens, des activités de la chaire Edgar Morin de la complexité. Je peux camper le décor de la manière suivante pour le rendre bien concret. La difficulté est la même que celle-ci. Je la formule d'abord pour la complexité, je la traduirai dans un instant. Si on travaille sur la complexité et qu'on se croit très intelligent et qu'on ne comprend plus les gens simples et du coup on les méprise, on devient vite simpliste. J'espère que vous voyez le problème. L'équivalent de cette tension se trouve dans un des points les plus discutés de la théologie chrétienne. Je ne suis pas croyant, mais très respectueux. Mais je précise ceci, c'est très intéressant. Vous savez que le péché d'orgueil est le plus grave. Et donc il faut être humble. Eh bien, l'énorme difficulté que les théologiens ont identifiée, c'est que dès qu'on est humble, on en est fier. Je vous laisse y réfléchir. C'est la même difficulté. C'est la même difficulté. Donc elle est psychologique, elle est managériale, elle est organisationnelle, elle est ontologique, tout ce que vous voulez. Je passe à l'exemple pour que les choses deviennent concrètes. Pour essayer de voir ce que ça veut dire. Parce que l'idée, c'est de dire, si vraiment il y a cette difficulté, que nous confondons, sans nous en rendre compte, complexité et simplicité, ben, il faut les reséparer, comme je viens de tenter de le faire avec vous, en caractérisant les choses. Il faut être capable, dans le vécu, de bien différencier les choses, de reconnaître la nécessité de la simplicité, tout en reconnaissant la complexité, de départir les deux dans l'action. Alors, ça a été fait. Ça a été fait par l'équipage de cet avion que je vous ai évoqué au début, et pas par le commandant de bord tout seul. Je ne sais pas si l'histoire vous est familière, c'est donc un avion qui réussit à amérir. Et je vais vous raconter les faits. On regardera une vidéo, et c'est remarquable d'écouter très attentivement ce que le commandant de bord dit. La vidéo mélange des éléments du film Sully et un interview du vrai commandant de bord, Sullenberger. Et je vous recommande d'écouter très attentivement ce qu'il dit de ses émotions et de l'état des lieux du vol et de ses compétences. Mais donc, je vais vous dire les faits, on regardera la vidéo et on en tirera les éléments saillants. Et puis, dernier moment, je tenterai avec vous de tirer les leçons de ceci, qui seront autant que possible des leçons pratiques pour savoir comment ne pas être dupe de la tension complexité-simplicité. Je vous raconte les faits. C'est en janvier 2009, à peu près 15 heures, et le vol 1549 de l'US Airways, qui est un Airbus A320, qui est un avion qui a 2 moteurs, prépare un vol parfaitement ordinaire, mais banal de chez banal, hein, tranquille. Et banal de chez banal, tranquille, veut dire, dans l'aviation, que dans le cockpit, les deux membres de l'équipage, il y a désormais 2 membres d'équipage, l'électronique remplaçant l'ingénieur de vol. Les 2 membres de l'équipage font le checklist, c'est-à-dire la vérification des éléments névralgiques principaux de l'avion, concernant les moteurs, la pression d'huile, la température, tout ce que vous voulez, les mécaniques. En passant, ils sont obligés de le faire de plus en plus vite parce que le temps d'arrêt d'un avion dans un aéroport est très coûteux. Donc on demande aux équipages de faire très très vite les opérations de checklist. Là, ils font ça impeccablement. Pendant ce temps-là, l'équipage présente les opérations de secours aux passagers. Et puis surtout, quelque chose qui n'est pas très connu, mais il range les passagers. Je m'explique. Quand on nous demande de fermer la ceinture, je ne sais pas s'il y a parmi vous des professionnels de l'aviation, et vous allez peut-être trouver que ma formulation est un peu enlevée, peut-être, mais quand on demande aux gens d'attacher leur ceinture, ce n'est pas pour le salut individuel de chacun, ça on s'en fiche un peu, parce que de toute façon, quand un avion se casse, comme on dit hein, dans le métier, tout le monde se casse. Voilà. Mais c'est pour l'équilibre global de l'avion. Si des passagers se mettent à bouger en phase d'ascension ou de descente, ce n'est pas bon du tout pour les manœuvres de l'avion. Donc on range les passagers à leur due place. J'espère que vous comprendrez du coup la fermeté des équipages quand on vous dit c'est là que vous êtes assis ou assise et pas ailleurs, etc. Tant que l'avion est au sol, on peut avoir quelques souplesses, mais une fois que ça bouge et qu'on décolle, c'est pas possible. Donc en gros, la routine, c'est les gens sont rangés et on leur montre comment mettre un gilet de sauvetage. Entre autres. Décollage. Autorisation de décollage, décollage. Au bout de 100 secondes, 1 minute et 40 secondes, le vol a duré au total 5 minutes et 8 secondes. Au bout de 100 secondes, malheureusement, des oies sauvages, je crois, ont la mauvaise idée de passer en bancs très très nombreux et de traverser le couloir aérien de l'avion. C'est un des problèmes sur les aéroports, il y a beaucoup d'oiseaux et c'est une difficulté pour la sécurité aérienne.
Ils n'ont pas le temps de les éviter, c'est-à-dire que l'équipage voit les oiseaux, n'a pas le temps du tout de modifier la trajectoire, et alors, malheureusement pour les oiseaux et pour les moteurs, eh ben, les oiseaux sont ingérés par les moteurs, ceux qui sont ingérés passent un mauvais moment, et les moteurs font une énorme indigestion et s'arrêtent. On est en plein décollage, plein poids, il y a eu, on a fait le plein, quoi, en gros, hein, donc plein poids des réservoirs, basse altitude, basse vitesse. Rien à faire. Alors moi, je suis heureux de vous raconter ça. L'histoire se finit bien et c'est une merveille de raconter cette histoire. Je la savoure. J'espère que c'est votre cas aussi. On sait que ça finit bien. Happy end. Les moteurs s'arrêtent. L'équipage, parfaitement professionnel, américain, impeccable, sait que le protocole, le commandement dans ces cas-là, c'est en gros, quand tes moteurs s'arrêtent, tente de les redémarrer. Et vous allez voir que ce n'est pas trivial. Mais donc, ils respectent cette proposition de bon sens. Les moteurs s'arrêtent, les deux, hein, les deux. Et parfois, qu'un moteur s'arrête au décollage, ça arrive et c'est gérable. Là, les deux. C'est quasiment jamais, quoi. Les deux moteurs s'arrêtent, tentent de les redémarrer. Ils tentent de les redémarrer et ça ne marche pas. Deuxième étape, le commandant de bord, impeccablement professionnel, dit au copilote « Regarde les protocoles ». Et ça peut vous rassurer peut-être, je ne sais pas, mais il y a dans les cockpits l'équivalent de au moins 3 Bibles, très, alors du moins indexés, mais ce qui est quand même plus sérieux, qui décrivent tous les cas possibles. Là, on est dans l'anticipation dont vous parlez, Vincenzo Esposito Vinzi, tout est décrit. Le copilote, impeccable, professionnel, américain, répond à son commandant de bord « J'ai déjà regardé, il n'y a rien ». Et en effet, ils ont des protocoles pour l'arrêt des moteurs en vol de croisière, ce qui est tranquille, parce qu'un avion est fait pour planer un certain temps, et en descente, encore plus tranquille. Mais au décollage, peut-être que l'équipementier, c'est Airbus, ou la compagnie estime qu'on peut tellement rien faire que adieu vat, quoi. Et donc pas de protocole. Et là, le commandant de bord va dire une phrase historique que je vous dis en anglais tellement elle est importante. Il dit « We will end up on the Hudson ». The Hudson, c'est la rivière qui est près de Manhattan, donc sous l'avion. Et vous remarquez, pour ceux qui sont anglophones, il y en a pas mal parmi vous, « We will end up » n'est pas « We will land ». To land veut dire atterrir tranquille. To end up veut dire finir, idéalement, à la surface. Donc, nous allons finir à la surface de l'Hudson. La tour de contrôle qui entend ça, pour une raison que je vais préciser maintenant, je vous ai dit, on ne peut pas amérir en principe avec un avion civil actuel qui n'est pas fait pour ça, c'est pour la raison suivante. Les moteurs sont en dessous du niveau de la carlingue. Un avion qui arrive à la vitesse de décrochage pour atterrir, c'est en gros 250-300 km/h, et là, l'eau est comme du béton. Et ça veut dire que si l'angle d'incidence d'arrivée de l'avion n'est pas exactement symétrique pour les 2 moteurs, ou 4, etc., eh ben, l'avion se disloque. Donc en gros, amérir est impossible. Et comme quelqu'un me l'a dit ce matin pour l'organisation de cette merveilleuse journée, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont essayé, ils ont réussi. Donc en gros, et là ils savaient quand même, hein, ils savent que ça ne se fait pas de faire amérir un avion qui n'est pas fait pour ça. Donc la tour de contrôle qui entend « We will end up on the Hudson » répond « Revenez à l'aéroport de départ ». Et 3 fois, le commandant de bord va répondre en un seul mot, je vous le dis en anglais, et qui veut dire incapable, « unable ». Ce qui va être interprété, pour ceux qui ont vu le film, comme une insubordination, et à juste titre, c'est-à-dire que dans l'air, la surface, le périmètre de l'aéroport, la tour de contrôle est une autorité hiérarchique. Et du coup, la tour de contrôle, entendant l'obstination du commandant de bord qui veut, comme un enfant, essayer quelque chose d'inacceptable, comprend qu'il ne reviendra pas à l'aéroport de départ et lui dit « Allez à tel aéroport de secours ». Pour vous rassurer, il y a toujours des aéroports de secours prévus au décollage. Et là, rebelote, unable. Décidément, quelqu'un d'obstiné. Après, le commandant de bord ne parlera plus carrément à la tour de contrôle. Il l'ignore complètement. Il se tourne vers le copilote, et ça, il faut qu'on en parle après la vidéo, et il lui demande « Tu vois une autre solution ?» Réponse « Non ». Et dernier mot du commandant de bord, « My control », mon contrôle. Et je vous préciserai ce que ça veut dire. Et ils ont réussi. Donc une merveille. Ils ont été salués comme des héros, et en même temps, ils ont été mis au procès parce qu'ils ont désobéi à la tour de contrôle. Ils ont gagné le procès. J'y viendrai. Je pense que si la vidéo fonctionne et qu'on peut la voir, ça serait très bien. Merci d'avance à la régie. Cela faisait presque 30 ans que j'étais pilote de ligne. Et en tant que pilote,
On s'efforce toujours de tout planifier, de tout anticiper, d'avoir toujours des solutions alternatives. En fait, de tout prévoir, pour ne jamais être pris par surprise. Et là, on s'est retrouvé confronté à une situation inédite qui est arrivée 100 secondes après le décollage. Il s'est passé 208 secondes entre le moment où nous avons perdu de la puissance sur les deux moteurs après la collision avec les oiseaux et le moment où nous avons améri sur l'Hudson. Cela était la meilleure alternative, la moins mauvaise option. Il n'y avait aucun autre endroit autour de New York qui était suffisamment long, suffisamment large, suffisamment lisse pour pouvoir atterrir avec un avion commercial. Nous n'avions pas le temps de rejoindre un aéroport, donc j'étais très content d'avoir cette option. Cet événement a changé la vie de toutes les personnes qui étaient à bord de l'appareil, ainsi que celle de leur famille. Mayday, 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 this is Cactus 1549. Hit birds, we've lost thrust on both engines, we are turning back towards the Guardia. Which engine did you lose? Both engines. Ignition. Ignition. Thrust levers confirm idle. Idle. Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13? We are unable. We may end up in the Hudson. It's going to be left traffic, runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? I remember vividly my first three thoughts. Je me rappelle parfaitement les trois choses auxquelles j'ai pensé sur le moment. La première, ça a été « ça ne peut pas m'arriver ». J'étais incrédule après tant d'années de vol routinier. Se retrouver soudainement dans une situation d'urgence absolue, c'était un choc. And that was followed immediately by Ensuite, je me suis dit « cela n'est pas en train de m'arriver ». Tous les vols que j'avais faits jusque-là avaient été si ordinaires dans tous les sens du terme. Et puis ma troisième pensée a été une prise de conscience que contrairement à tous les autres vols que j'avais effectués ces 42 dernières années, plus de 20 000 heures passées dans les airs, ce vol ne se terminerait probablement pas sur une piste d'aéroport avec un appareil intact. and I was okay with that. As long Et je as I l'acceptais, could still solve the tant que je pouvais résoudre le problème. Et j'étais certain que je pourrais trouver des solutions, même si nous n'avions jamais été formés à faire face à ce type de situation. Même si en simulateur, nous ne pouvions pas nous entraîner à amérir, car il n'était pas programmé pour cela. Le seul entraînement que nous avions eu sur l'amérissage d'urgence était un cours théorique en classe. The only training we'd ever gotten for a water landing was a theoretical classroom discussion. No reload after 30 seconds, and your master 1 and 2 confirm off. Off. Terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. This is the captain. Brace for impact. J'espère que vous avez passé un bon vol. On n'a pas le temps de faire d'échanges, mais moi j'aurais brûlé de vous demander mais qu'est-ce qui vous frappe dans ce qui a été dit. Mais comme on n'a pas le temps, je vais vous dire moi ce que je crois tout à fait important de relever, et puis surtout penser à ce que vous avez relevé. Mais il y a trois choses qui me semblent capitales. La première, c'est pour le coup radicalement l'incertitude. Tout à l'heure, je mettais en contrepoint de l'indispensable nécessité d'anticipation qu'on peut identifier au travers des protocoles que demande le commandant de bord, l'incertitude. Et je voudrais préciser ici de nouveau, l'incertitude concerne des événements totalement inimaginables. Or, c'est ce qui se passe là. Il y a une sidération. Ce commandant de bord, vous avez remarqué les trois moments. Il dit, je me rappelle très bien de mes trois premières pensées. Après tant d'heures de vol tranquille, alors qu'il est consultant en sécurité aérienne, hein, j'ai volé 30 000 heures ou je ne sais pas quoi, ça ne peut pas m'arriver quelque chose. À moi, ça, il y a une indignation personnelle, orgueilleuse. Hein. À moi, ce n'est pas possible, quoi. Première étape. Ça, c'est une indignation théorique, générale. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, deuxième étape de la sidération, il commence à accepter l'idée parce qu'il dit « ça n'est pas en train de m'arriver ». Genre, je suis en train de recomprendre que je suis bien dans un avion et que j'ai plus de moteur. Mais je suis encore dans la dénégation, ce qui est le cas de tout le monde. Hein. J'imagine que n'importe qui à sa place, même type de sentiment. C'est pas possible. À moi, non. Et puis, non, c'est pas en train de m'arriver. Et là, il bascule dans ce qu'il appelle la prise de conscience. On est en pleine philosophie. La conscience de soi. Ah, mais si, c'est en train de m'arriver.
Et quand j'ai compris que ce vol ne finirait pas comme un vol ordinaire avec un appareil intact sur une piste normale, eh ben, allez, on y va. Et là, il est complètement ouvert à tous les possibles. Et vous avez vu comme il dit, j'étais très content qu'il y ait l'Hudson. Traduction, j'étais très content de me cracher dans l'eau tranquillement. Quand même, il est stupéfiant, ce monsieur. On pourra dire, il peut le dire après. Il était pilote d'hydravion. Un hydravion, c'est un truc qui amérit sur l'eau. Alors on peut dire, il savait. Mais non. Alors ça, on va y revenir. Mais premier point, la sidération. Ça ne peut pas m'arriver à moi, ça n'est pas en train de m'arriver maintenant. Quand j'ai compris que ce vol ne finirait pas comme un vol normal, etc., on y allait. Deuxième point, tout à fait essentiel, et je revérifie s'il y a un point que je suis en train d'oublier alors qu'il est capital. Voilà, vous avez remarqué qu'il dit on n'avait pas d'entraînement pratique. Traduction pour tous les passagers avant 2009, le coût des gilets de sauvetage. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, dans les simulateurs des pilotes, il y a un entraînement à l'amérissage. Donc on peut y aller. On peut les prendre au sérieux. Mais c'est très sérieux, ça. Hein. Pas d'entraînement pour l'amérissage jusque-là. Troisième point, et je reviens à ce qui n'est pas remontré dans le film, mais c'est capital. Il demande au copilote, tu vois une autre solution? Et c'est un peu comme s'il lui disait, ils sont en chute libre, hein, plein poids, basse vitesse, basse altitude. Prenons le thé et discutons, qu'est-ce que tu en penses? Et en plus, ce qu'il est en train de lui proposer, c'est « Allez, viens, on se crache ensemble ». Parce que la probabilité de réussite est infime. Donc en gros, il dit « Tu vois autre chose que se planter ?» Et l'autre, il répond « Ah ben non ». Formidable. Ça, je propose de l'interpréter. Ces trois moments-là sont capitaux pour bien comprendre l'enjeu. Du coup, je passe maintenant à l'interprétation de ces points saillants. Du coup, dernière étape, hein, quelle leçon on peut tirer de ça? La première, ça s'éduque sans doute, un énorme courage. La lucidité qui fait qu'on est capable de passer de la dénégation de l'incertitude à l'acceptation de l'incertitude. Je voudrais recourir à un exemple d'une trivialité que j'espère universelle dans cet amphi, que nous connaissons tous, et qui peut paraître complètement loin de ce que je vais vous dire, mais il est essentiel. Souvenons-nous de nos toutes premières émotions, et en particulier amoureuses. Quand on veut anticiper sous contrôle qu'on va tomber amoureux, en général, ça ne marche pas. Et je précise qu'on tombe amoureux. C'est une chute. Les rencontres parmi les plus importantes affectivement tiennent de l'incertitude. Elles peuvent être une chance. Ce que je veux dire, et on peut ne pas vouloir les reconnaître. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est en train de se passer pour le commandant de bord est extrêmement banal. Nous connaissons tous des incertitudes, pas seulement dans la vie affective, dans l'entreprise. Quand on recrute quelqu'un, c'est toujours un pari. On ne sait pas ce que ça va donner. Ce qu'il y a de spécifique dans cet exemple, c'est qu'il est spectaculaire, qu'il est à très court terme, qu'il est très visible. On peut comprendre l'enjeu. Et l'enjeu, c'est, devant l'incertitude, vous et moi, parce qu'on voudrait bien avoir tout sous contrôle, rappelez-vous, le désir de simplicité, qui peut nous faire basculer dans le simplisme. Puisqu'on veut avoir tout sous contrôle, parce qu'on croit que c'est comme ça que ça marche, on ne reconnaît pas le vide, la nouveauté réelle, le danger ou, rappelez-vous, la chance. L'incertitude, ça peut être une chance fondamentale. Et la preuve en est, c'est que ce commandant de bord se paye le luxe de dire « J'étais très content qu'il y ait l'Hudson. Il n'y avait aucun endroit assez long, assez lisse, assez large pour tenter de poser un avion commercial. » C'est fabuleux, cette distance qu'il a par rapport au danger. Et je vais y revenir dans le dernier point. Non, je fais un effet d'annonce inutile, j'y viens maintenant. Il ne s'est pas donné l'obligation de résultat. Et ça, c'est capital pour les managers que vous êtes, que nous sommes. Il ne se clive pas de manière court-termiste et simpliste sur l'efficacité de la performance. Se serait-il clivé sur l'efficacité de la performance, je crois qu'il y a de grandes probabilités qu'il n'aurait pas réussi l'amérissage. Il se donne une obligation qui n'est pas de résultat, mais de moyens. Et la preuve en est, c'est que les derniers mots du commandant de bord donnés à tout l'équipage et aux passagers, vous avez peut-être entendu ici, mais ça revient à dire à peu près « préparez-vous à quelque chose de violent ». Autrement dit, il ne sait pas s'il y croit ou pas, mais il est très possible que ça ne marche pas.
Et donc, il est indifférent au résultat. En revanche, il est totalement concentré sur les moyens. Il existe un propos zen qu'en Occident, on trouve en général insupportable de contradictions et d'impossibilités. Quand tu fais du tir à l'arc et que tu veux que ta flèche atteigne la cible, ne regarde pas la cible. Traduction, ne te clive pas sur l'obligation de résultat. Intéresse-toi aux moyens. Je pense que ça mérite d'être médité. Je vais y revenir. Courage, lucidité, premièrement. Deuxièmement, l'intérêt à mobiliser les moyens, mais sans s'intéresser aux effets. Bien sûr qu'il veut les effets, mais ce n'est pas ça qui compte. Point supplémentaire, et ça c'est capital, on est entre le simple et le complexe. Avec le copilote, ils sont dans une oscillation très rapide, en 2 minutes à peu près, mais constante, entre des routines qu'ils savent appliquer sans même y penser, j'insiste bien, sans même y penser, et la reconnaissance d'une situation totalement inédite. Je vous redécris ce qui s'est passé en séparant les options. Décollage de routine, j'insiste sur le mot. Percussion avec les oiseaux, incertitude donc. Tentative de redémarrer les moteurs, protocole, routine. Constat qui ne redémarre pas, deuxième incertitude. Routine, regarde les protocoles. Incertitude, j'ai regardé les protocoles, il n'y a rien. Et là, le commandant de bord se paye le luxe de dire incertitude, Hudson. Et la tour de contrôle, terrorisée par cette possibilité, dit mais non, revenez, 3 fois. Routine. Et le commandant de bord aurait pu obtempérer, compliance. Il aurait pu obéir. Et nous savons maintenant que s'il avait obéi, les simulateurs le montrent, il se serait crashé, non pas sur l'Hudson, mais sur Manhattan. Et donc ils ont bien fait de désobéir. L'insubordination fait partie de la reconnaissance qu'une situation n'est pas la même que d'habitude. Je ne suis pas en train de faire un appel à l'insubordination, mais à l'intelligence réfléchie, qui prend distance avec ce que l'on sait déjà faire. Et parfois, il faut inventer des choses nouvelles. Et donc, on est typiquement dans la tension entre le simple, ce qu'on sait déjà faire sous contrôle, et la complexité, l'incertitude, là où il faut, comme c'était si bien dit ce matin en amphi par rapport à l'entreprise libérée, apprendre. Entre ce qu'on connaît déjà, le simple, et ce qu'on apprend tout le temps, le complexe, on a un exemple illustratif tout à fait exceptionnel de clarté ici. Donc je reviens à ceci, Hudson, revenez à l'aéroport de départ 3 fois unable. Dernière option de la tour de contrôle, prenez l'aéroport de secours, et c'est encore de la routine. Rebelote sur l'incertitude, unable. Et donc vous avez comme 2 colonnes qui se dessinent dans la scansion de 2 minutes de réflexion et d'action, l'effort de recourir au protocole, le constat permanent que ça ne marchera pas, la décision d'aller à l'incertitude, mais avec une compétence de routine, je le dis sans ironie, ce commandant de bord sait faire amérir un hydravion. Donc il essaye d'appliquer la routine qu'il connaît par cœur, qu'il a intériorisée comme une bonne pratique, à une situation inédite, réputée impossible. Ça s'appelle, au meilleur sens du terme, et les artistes dans la salle, et nous avons appris qu'il y en a ce matin, le comprendront, de l'improvisation, au meilleur sens du terme. Et qu'est-ce que je veux dire? L'improvisation, c'est maîtriser de manière extrêmement profonde et ajustée des compétences éprouvées, répétées, connues, au point qu'elles deviennent totalement automatiques. Et c'est cette forme de simplicité qu'on oublie souvent quand on s'intéresse à la complexité. Et en même temps être capable d'appliquer des automatismes totalement intériorisés et évidents à des situations totalement inconnues et imprévisibles. Et ça s'appelle la reconnaissance de la complexité. Et en pratique, on a en 2 minutes, à très court terme, des gens capables de tout tenter sur ce qu'ils connaissent déjà, de reconnaître pourtant quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et de prendre le risque en s'arc-boutant, non pas sur l'objectif de réussir, mais celui d'essayer. Ça, c'est de l'éthique, en plein cœur de l'action. Et là où s'exprime l'éthique jusqu'au bout, et qu'on vient à l'émergence, et au fait qu'on a besoin d'être plusieurs pour comprendre une situation, je reviens à cette question absurde apparemment, managérialement, mais qui est géniale. Ils sont en train de tomber. Ils sont à quelques secondes de l'impact. Et le commandant de bord se paye le luxe de demander à son copilote « Tu vois une autre solution ?» Et heureusement, il répond non. S'il avait dit oui, parlons-en, c'est fini. Mais il dit non.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la question, le commandant de bord ouvre la confiance dont il était question ce matin en amphi. La confiance, elle est capitale. Il libère la possibilité que l'autre dise non, sans aucun doute souhaitant que l'autre pense non. Et de ce fait, il obtient une loyauté totale de l'autre, pas seulement sur le plan du cœur, mais sur le plan du corps, opérationnel. Parce que les derniers mots vont être « my control », qui veulent dire « je vais piloter l'avion et l'amener sur l'eau », et sous-entendu, ils n'ont même pas besoin de le dire, on est de nouveau dans un automatisme routinier. « My control » veut dire « je pilote », et ça veut dire « tu prépares l'avion », parce qu'un avion civil qui n'est pas fait pour amérir, et s'il faut qu'il reste un certain temps sur l'eau, sans couler, le temps d'évacuer les passagers, il faut fermer beaucoup d'écoutilles, préparer l'avion. Et ça, le commandant de bord ne peut pas le faire lui-même. Il faut qu'il soit deux pour réussir cet amérissage et pour sauver les gens. Je rappelle que tout le monde a été sauvé, une seule foulure à la cheville d'une passagère. C'est un miracle remarquable, mais un miracle organisé. Et donc, tu vois une autre solution? Non, my control, et là ils y vont, et les derniers mots du commandant de bord, attendez-vous à quelque chose de violent. Les leçons, c'est il faut enseigner le courage, la lucidité, l'acceptation de l'incertitude. Savoir qu'on ne sait pas, c'est a priori être en posture d'apprentissage possible. Si l'on croit qu'on connaît et qu'on est en posture de connaissance et de sachant, c'est une catastrophe, parce qu'on n'apprend plus rien. Donc être en disposition de se dire il y a toujours de l'incertitude, ça c'est capital, et c'est la complexité que nous reconnaissons tous actuellement. Deuxième point, s'il faut savoir gérer l'incertitude, il faut le faire, et le cas le montre très bien, sur la base de compétences qu'on sait déjà mobiliser. Et là, je suis sur une des illustrations fondamentales du danger d'oublier le simple. Pourquoi? Parce que ce qui est simple, c'est ce que nous savons déjà faire. Et nous sommes, vous et moi, saturés de compétences, devenues inconscientes tellement elles nous habitent, qu'on a acquises par l'éducation, par l'apprentissage à l'école, par l'apprentissage dans nos expériences professionnelles, par la prise de nouveaux métiers. Nous sommes constamment saturés de compétences que nous savons déjà mettre en route. C'est ça qui est simple. Et s'ouvrir à ce qui est complexe, c'est rester ouvert à constamment, malgré cette simplicité, apprendre toujours et savoir entendre des moments qui peuvent provoquer de la sidération. Troisième étape, il faut le faire avec les autres. Tu vois une autre solution? Non. Ne jamais être seul dans la reconnaissance de l'incertitude. Exemple très simple, on sait que le stress vécu seul est beaucoup plus vite dangereux que le stress vécu collectivement. Ça ne veut pas dire angoissons-nous ensemble, ça veut dire reconnaissons ensemble qu'il y a une situation difficile et on y répond ensemble. Et là, on est beaucoup plus durable. Je rejoins un des aspects de l'entreprise dite libérée. Et dernier point, ne jamais rester clivé sur l'obligation de résultat qui est court-termiste et simpliste et nous fait rater la cible. Mobiliser avec les autres, en toute lucidité, et en faisant jouer la tension entre ce qu'on connaît déjà et ce qu'on ne connaît pas encore, mobiliser le maximum de moyens possibles pour essayer quelque chose. On a ici une éthique de l'essai. La complexité qui s'est jouée entre le simple et le complexe engage l'éthique, engage la reconnaissance de ce qu'on sait déjà faire aux côtés de ce qu'on se veut capable de découvrir. Elle l'engage de manière collective et sans s'arrêter au résultat, mais en s'intéressant à l'épreuve d'essayer. Merci. On a peut-être le temps, si vous le voulez, on a 5-10 minutes, si on peut prendre des questions dans la salle. S'il y en a certains qui veulent interroger ou questionner. Non, on est contre Laurent. le dialogue ici. Comment? On est contre le dialogue ici. Oui, on est contre le dialogue. Donc, qu'ils n'hésitent pas si vous le souhaitez. Alors, je sais qu'on est nombreux et que ce n'est pas facile, mais il y a une opportunité, donc si vous voulez la prendre, c'est avec plaisir que Laurent répondra à vos questions. Non? Ici, j'ai une question. Ah oui. On dit parfois dans les entreprises qu'on est très centré sur les moyens et pas forcément sur le sens et l'objectif. Et là, j'ai l'impression qu'on a un discours qui est restons centrés sur l'obligation de moyens. Est-ce que c'est pas un peu complexe comme histoire? Oui. Alors, formulé comme ça, vous avez parfaitement raison.
et il faut être très prudent. Le propos n'est pas de ne pas avoir d'objectif. Et le sens dans lequel on s'intéresse aux moyens en entreprise, il est quand même toujours subordonné au résultat, c'est-à-dire qu'on veut de la performance. Quelque chose que je n'ai pas explicité jusqu'au bout, c'est nous sommes tous court-termistes, tôt ou tard. Le simplisme, c'est du court-termisme dans le sens de la performance, de l'efficacité du résultat, dont on a tous besoin. Mais il est capital de temps en temps de se dégager du résultat, et c'est ça le sens dans lequel j'ai proposé l'idée, de se dégager du résultat pour regarder de manière plus large les choses, par exemple l'Hudson non pas comme un danger, mais comme une solution possible, et à partir de là de reconsidérer les moyens. Mais mon propos n'est pas du tout dans l'horizon, disons, classique, prisonnier du court terme, de s'intéresser aux moyens parce que le résultat est censé être évident. Ce n'est pas dans ce sens-là, bien sûr. Donc, si on interprétait dans le sens que vous dites, je ne suis pas d'accord du tout. Si, en revanche, on se dit, au cœur du court terme, de l'angoisse, on peut dire dans ce cas-là, hein, c'est capital de prendre distance et de considérer que ce qui pourrait être considéré comme un danger devient une chance, l'Hudson par exemple, alors on peut se reconcentrer sur les moyens. Mais on est passé par un examen du résultat à l'avance, préalablement. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Quand je vous ai vu faire un peu la promotion de l'improvisation, je me suis dit que ça ressemblait un peu à l'intuition quelque part. L'improvisation, vous y mettez un acte conscient, et dans l'intuition, quelque chose qui est peut-être plus inconscient. Dans les sociétés actuelles qu'on a et les entreprises où on promeut beaucoup le rationnel, la maîtrise du savoir et de savoir l'expliquer, est-ce qu'on n'a pas aussi à promouvoir cette forme d'intuition qui est tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire tout ce qu'on a assimilé de manière inconsciente et qui ressurgit sans une idée qu'on ne sait pas forcément justifier a priori? Moi, je partage complètement ce que vous dites. Quand on souhaite que tout soit sous contrôle, c'est en principe explicite, conscient, volontaire, délibéré, réfléchi. Alors que la très grande majorité de nos compétences, si on les applique tous les jours, deviennent tacites, spontanées, non réfléchies, réflexes. Et heureusement, à titre d'exemple, ne vous faites pas opérer par des chirurgiens qui ne sont pas habitués à leurs opérations. On a besoin de réflexes inconscients. Et là où surgit la capacité de réponse, ça peut très bien s'appeler intuition. Je reviens à la question de l'art. Les grands artistes, créateurs, sont ceux qui préalablement maîtrisent magistralement les techniques. Et donc, ils ont intériorisé, incorporé la compétence. Après, ils sont complètement libres d'inventer toutes sortes d'autres choses, intuitivement, en quelque sorte. Bonjour, je voudrais revenir un instant sur ce point qui est totalement contre-intuitif, mais qui me paraît complètement essentiel, qui est celui du renoncement au centrage sur les objectifs. Dans le cas particulier de l'entreprise libérée, au fond, ça revient à se dire qu'on ne va pas se centrer sur un objectif qui serait par hypothèse la performance et la pérennité de l'entreprise, mais qu'on va plutôt se focaliser sur un moyen qui serait par hypothèse l'épanouissement des collaborateurs.